En 1942, la tendance de la guerre est en train de basculer. L'étau, constitué de la combinaison anglo-américaine et du rouleau compresseur soviétique, ne fera qu'accentuer la pression sur l'Allemagne nazie, qui devra passer d'une logique offensive à une logique défensive. Avec des moyens humains et des ressources de plus en plus limitées, l'Allemagne va pourtant considérablement augmenter ses cadences de production dans le secteur aérien. Quand en 1943, 700 appareils de tout type sortaient des usines allemandes, en 1944, on en comptait 2400, soit plus du triple, portant la production annuelle à 40 000 avions. Ce besoin de haute production résultait d'une double nécessité. D'abord celle du nombre, pour faire face à l'hyperproduction américaine et soviétique, mais aussi pour se doter en nombre d'une diversité d'appareils capables d'assurer l'ensemble des missions que requiert une guerre totale, comme le bombardement, la reconnaissance, l'interception, la chasse de nuit, le transport, l'attaque au sol, etc. Le Junker 88 répondit parfaitement à cette logique de polyvalence. Conçu initialement comme un chasseur rapide, il put s'adapter à la quasi-totalité des missions. En 1935, le Reichsluftfahrtministerium formule la volonté de se doter de bombardiers rapides. L'année suivante, Juncker soumet deux projets, le Junker 85 doté d'un empennage bidérive et le Junker 88 doté d'une dérive unique. Les deux autres avionneurs concurrents, Henschel et Messerschmitt, furent évincés de la compétition en 1937. Le premier prototype, le Junker 88 V1, décolla pour la première fois fin 1936. Au cours des essais à grande vitesse, le prototype s'écrasa, mais il avait déjà démontré un formidable potentiel et 5 autres prototypes furent développés. Le sixième, le Junker 88 V6, introduit une caractéristique importante. Son train est muni d'amortisseurs oléopneumatiques et d'un système d'escamotage électrique, ce qui était une véritable avancée à l'époque. Un empilage d'anneaux en acier sur chaque jambe du train venait amortir les chocs, empêchant l'avion de rebondir. Les prototypes suivants virent être munis d'aérofreins à lame sous la voilure, puis d'hélices tripales à dégivrage à alcool. Le Junker 88 se révéla être meilleur que le Dornier 17 et le Heinkel 111, et la production débuta dans l'usine de Dessau. Avec déjà des pertes relativement importantes dès 1939, le Junker 88 fut alors équipé de 4 mitrailleuses MG15 disposées à l'arrière. Mais chacune possédait un chargeur de 75 cartouches, permettant à peine 4 secondes de tir. Des MG80 et 131, à haute cadence de tir, furent par la suite ajoutées. De très nombreuses variantes furent produites, s'adaptant aux forces et faiblesses adverses. En ce sens, on peut citer le Junker 88C, un triplace de chasse lourde ou de nuit qui a dû être conçu pour faire face aux raids nocturnes de la Royal Air Force. 3200 appareils de cette version auront été construits. On peut aussi noter qu'à partir de 1943, les Allemands mettent en place sur le Junker 88, mais aussi sur d'autres appareils comme le Focke-Wulf 58, le Messerschmitt Bf 109, le Dornier 217 et 535, un nouveau type d'armement à viser vers le haut baptisé Schrage-Musik. Ne possédant pas pour la plupart de défense vers le bas, bon nombre de bombardiers britanniques furent abattus de ce fait. Le Junker 88 pouvait absolument tout faire. Outre le 88C, la version 88D était un quadriplace de reconnaissance, la 88G un chasseur de nuit, la 88H dotée d'un grand rayon d'action pour la surveillance et la reconnaissance, la 88P pour la lutte anti-char grâce au pack 40 de 75 mm, la 88S un bombardier triplace rapide, la 88T un triplace de reconnaissance. La polyvalence du Junker 88 atteint son paroxysme quand il est utilisé pour le programme Mistel. Pour pallier au manque de bombardiers lourds à partir de 1942, les Allemands commencèrent à utiliser les vieux Junker 88 usés comme des bombes volantes téléguidées. L'avant était pourvu d'une charge creuse de 3800 kg, munie d'un long détonateur. L'appareil était amené à proximité de l'objectif par un Bf 109 ou un Focke-Wulf 190, accroché à son fuselage par des mâts, puis lâché au dernier moment. À la fin de la guerre, les versions 88G10 et 88H4 étaient directement conçues sous forme Mistel, et étaient ainsi destinées à effectuer un unique vol. Le Junker 88 A4 est un bombardier quadriplace allant jusqu'à une remarquable vitesse de 470 km/h. Capable de voler jusqu'à 27 000 pieds, il peut franchir 2730 km. Il a une masse maximale au décollage de 14 tonnes.
Il mesure 14,40 m par 20 et en possède 5 de hauteur. Sa surface à l'air est de 54 m² et son armement est composé de 5 mitrailleuses MG81 de 7,9 mm, une MG 131 de 13 mm, ainsi que la capacité d'emport de 2 tonnes de bombes. L'Allemagne possède à la fin de l'année 1939 quelques 60 appareils. Il débute sa carrière opérationnelle avec une attaque contre les navires de guerre britanniques dans le Firth of Forth en Écosse. Le Junker 88A fut la première version du bombardier allemand. Le 88A, un bombardier moyen quadriplace, fut la version la plus répandue pendant les années de Blitzkrieg et elle ne fut remplacée qu'après 1942. Le 88A joua un rôle significatif dans la bataille d'Angleterre et dans le Blitz, en équipant 17 Gruppen. Les Junker 88A étaient difficiles à détruire grâce à leur vitesse peu commune pour des bombardiers. Ils remplirent de nombreuses missions dans les Balkans, en Méditerranée et sur le front de l'Est. Il démontra toute son efficacité pour l'attaque au sol lors de l'opération Barbarossa, malgré les 23 pertes dès le premier jour. Il a notamment permis de pallier le manque du Junker 87. En Méditerranée, ils participèrent à des attaques massives contre Malte et contre des convois ravitaillant cette île qui constituait une menace pour l'Afrika Korps der Wien Rommel. Entre 1941 et 1942, les 120 Junker 88A basés dans le nord de la Norvège coulèrent un total de 27 navires marchands et 7 bâtiments de guerre. Ils purent partiellement couper l'approvisionnement en armement de l'URSS par les États-Unis dans le cadre du Lend-Lease Act, la loi Preble, qui annule les lois de neutralité des années 30, permettant la fourniture de matériel de guerre à un pays tiers sans entrer dans le conflit dans lequel il est impliqué. C'est à partir de 1943 que le Junker 88 commence à être surclassé, sans doute à force de cumuler des qualités certes procurant une polyvalence, mais ne garantissant pas l'excellence dans des domaines précis. Du Junker 88 s'est dérivé le 188 et le 288, et enfin le remarquable Junker 388 à partir de 1944, pouvant aller à plus de 13 500 mètres et à plus de 650 km/h. Il joua un rôle de compensateur face aux déficits ici ou là de la Luftwaffe, notamment au début de la guerre avec le manque de bombardiers en piqué, et à la fin de la guerre avec le manque de bombardiers lourds. Au fil des versions, 14 780 Junker 88 furent assemblés. Le couteau suisse de la Luftwaffe aura marqué par son incroyable polyvalence, mais il se démarque notamment par sa longévité, puisqu'il demeure l'un des seuls à avoir servi pendant toute la Seconde Guerre mondiale.